Bonjour et bienvenue dans ce nouveau point lecture, donc le point de lecture de septembre. Alors, je sais que vous avez vu pas mal de ces livres déjà dans le book haul, je vous avais déjà dit que j'en avais lu quand même quelques-uns, donc encore bienvenue sur la chaîne Lisa ce livre pour le point lecture donc de septembre. Alors, je vais peut-être un peu tricher, je dois l'avouer tout de suite, c'est que ce que je vais vous présenter, je les ai lus fin août, enfin mi-septembre, et que j'en ai lu d'autres déjà, donc je vais juste vous présenter oralement ce que j'ai lu. Je vais peut-être vous montrer deux que j'ai lus dont je parlerai fin octobre, parce que c'est ma façon de fonctionner. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des updates lecture assez régulières, moi j'ai vraiment pas le temps. Mais vraiment, donc c'est pas une question que je peux pas, c'est que voilà, comme j'avais expliqué, je fais autre chose. Et puis j'aime bien cette façon de fonctionner, de le faire une fois par mois, de vous montrer tout. Donc on va commencer, parce que sinon on va y passer la nuit, même si c'est assez rapide, hein, puisqu'il y en a 6, donc ça va aller vite. Donc le premier dont je vais parler tout de suite dans le point lecture de ce mois de septembre, c'est donc Une joie féroce de Georges Chalandon chez Grasset. Alors comment vous expliquer? Je suis une fan de Chalandon, je l'aimais en tant que journaliste. Dès qu'il a commencé à écrire, j'ai lu et j'ai vraiment adoré. Après, je sais, il y a certains livres qui sont moins palpitants pour moi. Pas moins bons, mais moins palpitants. Alors celui-ci, Une joie féroce, c'est différent parce que il est à la fois doux et tendre, audacieux et assez, on va dire, déjà vu, mais dans une autre pratique, puisqu'en fait c'est l'histoire de Jeanne, une libraire, qui est très 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 effacée, qui est l'archétype de la fille qu'on ne voit pas, transparente. Elle a un mari qui, à la rigueur, la prend un peu comme un objet, une potiche, on peut dire ça. Bref, elle n'aime pas se faire remarquer, et un jour elle apprend qu'elle est atteinte d'un cancer du sein, et sa vie plus ou moins bascule petit à petit en tous les cas, puisque elle reste quand même dans cette espèce d'effacement jusqu'au jour où elle rencontre 3 autres femmes qui sont plus ou moins son opposé en caractère, on va dire, et qui vont lier une amitié, alors aussi, on va dire, dans le cercle de femmes qui souffrent et qui ont ce cancer, qui attaque leur être, leur chair et leur féminité aussi. Et petit à petit vont se créer des liens d'amitié assez étranges entre les 4 personnages. Alors, c'est aussi une réflexion, je pense que c'est peut-être ce que l'auteur a voulu faire aussi, parce qu'il dans une interview, bon, il a expliqué le contexte de l'écriture de son livre suite à un cancer qui avait touché son couple, et en fait, ce qui m'a le plus marqué dans ce livre-là, surtout, au-delà de l'histoire du braquage, au-delà d'histoires un peu invraisemblables pour la fin, etc., l'histoire de ces femmes, l'histoire de Jeanne, où il y a l'archétype de son mec qui est vraiment un joli salaud, on va dire, même un connard. Euh, mais bon, c'est comme ça, il y en a qui ne savent pas, enfin, ils savent, c'est pas, je parle pas des hommes, mais je parle des gens en général, il y a des gens qui savent pas affronter et qui fuient parce qu'ils savent pas comment faire ça. Et il y en a qui affrontent. Bon, ça, c'est un autre débat. Moi, ce que j'ai retenu, en fait, c'est le regard que peuvent porter les autres, ceux qui n'ont jamais eu ce genre de choses. Alors, pas qu'ils ne l'ont pas vécu par ricochet sur quelqu'un d'autre de leur famille, mais surtout par rapport à ce que l'on peut ressentir et le fait que les gens se permettent, et c'est ce que j'ai retenu, que on se permet, et je dis moi, on se permet quelquefois des réflexions envers quelqu'un en lui disant oui, alors moi j'ai connu telle personne dans ma famille qui avait ça, oui, alors tu... Et en fait, c'est ce qui m'a interpellée, c'est le fait que quelquefois on peut paraître assez déplacé quand on essaye de faire comprendre à l'autre que on compatit, mais sincèrement pas parce que voilà, qu'on compatit, qu'on aimerait être présent, qu'on aimerait dire qu'on comprend ce qu'elle peut, alors qu'on comprend pas, mais qu'on essaye de compatir. Et ça m'a vraiment marqué dans la lecture. Et je me suis dit que c'était vraiment un beau roman, un roman bienveillant, chaleureux. Alors c'est peut-être pas celui que vous lirez de Jalandon, qui est peut-être celui qui vous marquera à vie, et c'est sûrement pas celui-là, pour moi. Mais j'ai trouvé la lecture agréable.
malgré le contexte. Et j'ai vraiment aimé lire ce livre parce que ça m'a donné une espèce de force aussi. Ça m'a donné une espèce de volonté positive sur certaines choses. Et puis ça m'a rappelé quelqu'un aussi. Donc quand cette personne sera sortie de ce cancer-là, je lui prêterai parce que je suis sûre qu'elle aimera. Donc ça, c'était Une joie féroce donc, de Georges Chalandon chez Grasset. Voilà, encore un Chalandon dans mes étagères. Super. Autre livre, alors là, complètement différent. Ah oui, je vous en avais parlé. Alors, Amélie Nothomb, Soif, chez évidemment Albin Michel, historique. Comment je vous explique Ce que j'avais dit dans le book haul était vrai, c'est-à-dire que ce qui m'avait interpellée, c'était que Amélie Nothomb se mette dans la peau de Jésus à la veille de la crucifixion et en gros déroule plus ou moins sa vie. Et alors là, entre, comment dire, les miraculés qui sont quand même assez ingrats, pour pas dire autre chose, Marie, Joseph, bon, papa, maman, enfin, papa, bon, bref, les apôtres, qui sont pas, on va dire, pas tellement loyaux, ou pas très très fidèles à la réalité. Parlons même pas de Judas, qui est un peu entre le fait qu'il est malingre et bah, c'est Judas, mais bon, c'est peut-être pas le pire. Et la sublimissime Marie-Madeleine, dont Amélie Nothomb conte la très belle histoire d'amour avec Jésus. Alors après, personne... Alors je sais, parce que j'ai eu cette discussion avec quelqu'un. La personne m'a dit mais tu te rends compte, elle a osé blasphémer machin, et je lui ai dit mais c'est pas un blasphème que d'imaginer ce que peut avoir vécu Jésus, sachant que quand plus ou moins on se penche dessus, bah, il y a des histoires assez différentes selon les points de vue, et que le Jésus d'Amélie Nothomb est quand même assez déçu pour ne pas dire plus, par ses potes, ses apôtres, parce que bah, c'est vrai que bon, mec, il est là, il essaye de faire le mieux qu'il peut, bon, il a rien, enfin, il va se retrouver sur une croix, c'est pas très drôle non plus, et cloué, merci, et bah, il se rend compte que voilà, il y en a certains qui l'ont lâché, d'autres qui n'ont rien compris à l'histoire. J'ai beaucoup aimé le style, parce que c'est incisif. Je fais pas mauvais jeu de mots en plus, hein. Mais ça se lit très vite. Bon après c'est pas voilà, c'est Amélie Nothomb, mais c'est comment dire. Moi j'ai trouvé que c'était joyeusement bien écrit. Il n'y a rien de blasphématoire pour moi, il n'y a rien de choquant non plus de se mettre dans la peau de Jésus. Je trouve qu'il y a une belle morale aussi parce que c'est vraiment rondement mené, et puis il y a une... Comment expliquer ? Il y a une bienveillance dans le livre et une sorte de déclaration d'amour. Alors, pas d'amour charnel, si vous voulez, il y a aussi, mais il y a aussi l'amour universel, ce qu'on va dire, l'amour pour son pote, son prochain, son cousin germain, le chien, le chat, le perroquet, la nature en général, et la sublime Marie-Madeleine. Et puis aussi, c'est une leçon de vie, c'est-à-dire qu'il y a aussi le fait qu'on comprend très vite qu'il y a des baffes qui se perdent. Voilà, s'il en avait distribué quelques-unes au lieu de distribuer quelques miracles, je pense que... Voilà, alors je blasphème pas, je vais pas hurler au truc, mais moi j'ai beaucoup aimé. Après, comme je le disais dans le book haul, à savoir si je relirai un autre Amélie Nothomb, ça dépendra du sujet, parce que celui-là, d'entrée de jeu, quand j'ai vu la 4e de couverture, qui dit pour éprouver la soif, il faut être vivant, moi c'est ce qui m'a interpellée. Après, est-ce que le prochain m'interpellera ? Mystère. C'est comme Georges Chalandon, c'est des très bonnes lectures, mais que je ne recommande pas personnellement. C'est-à-dire que c'est à vous de juger si vous avez envie de lire sur ces thèmes-là. Si Jésus vous intéresse pas des masses, ou si vous trouvez que c'est blasphématoire, ou si vous aimez pas Amélie Nothomb, ou si vous trouvez que c'est un peu lourdingue comme sujet, passez. Si vous aimez bien être surpris et si ça vous intéresse d'avoir une vision différente avec un Jésus assez humoristique, qui a beaucoup d'ironie et de piquant, moi voilà. Perso, je cautionne son Jésus et sa crucifixion, lui.
Ah là là. Attention. Alors, je fais du bruit parce que j'ai évidemment posé les livres à côté et je n'ai rien trouvé de mieux que de les poser, de poser quelque chose par-dessus. La nouille, quoi. Bon, bref, je me suis toujours pas habituée à faire ça. Autre livre que j'ai lu entre-temps, c'est le pavé dont je vous parlais la dernière fois, qui s'appelle Le rapport W infiltré à Auschwitz, de Gareth Hancock aux éditions Daniel Margen. Ouais, j'y suis arrivée. Alors, c'est toujours cet officier Opilowski, qui est un officier de l'armée secrète polonaise, qui est infiltré à partir de 40, je vous mets la couverture en entier parce qu'elle est vraiment très belle, dans le camp de Auschwitz sous l'identité de Thomas Serafinski, qui lui a pour objectif de monter ce réseau. Alors, c'est sorti en mai dernier, ce roman graphique, parce qu'il est, c'est pavé de 150 pages à peu près. C'est magnifique. Honnêtement, c'est un travail sublime, c'est un travail de mémoire, et vous savez, je pense, depuis le temps que vous lisez, vous regardez, d'abord que vous lisez mon blog, que peut-être vous lisez mes romans, et que vous voyez mes vidéos, vous savez que ça va être compliqué. Ouais, je vais me le mettre comme ça. Ouais, je suis désolée. Il est hyper grand, quoi. Donc, du coup, si je le mettais de l'autre côté, voilà, ouais, j'ai trouvé. Désolée. C'est un sublime travail de mémoire. Je vous l'ai expliqué la dernière fois. C'est on va dire que c'est en travail commun avec un professeur de la Sorbonne. Et que le rapport W existe. Si vous voulez le lire, ça se lit. Bon, après, il faut aimer l'histoire. Il faut aimer la Seconde Guerre mondiale, il faut aimer tout ce qui traite à ce qui est la Shoah, les camps, les conditions de vie. J'en reparlerai pour un autre là dans le book haul d'octobre et dans une lecture commune et surtout dans la vidéo que je vais faire. C'est le genre de choses que je dis systématiquement. Si vous n'aimez pas cette période, si vous n'aimez pas les conditions, si vous ne savez pas et que ça vous a choqué à un moment donné, abstenez-vous. Sauf si vous voulez apprendre. Mais si vous ne vous sentez pas de lire ça, c'est ce que je dis à chaque fois, c'est pas la peine de lire un livre qui a trait à la Seconde Guerre mondiale ou au nazisme ou à quoi que ce soit d'autre, si vraiment vous n'aimez pas ça et que ça va vous choquer et que vous allez lire ça et dire « Oh là là, mais ça m'a choqué, c'était horrible !» Bah oui, voilà. Donc si vous voulez commencer par, au lieu de vous taper le pavé du rapport W, si vous voulez vraiment en savoir plus, c'est un très très beau livre sur le devoir de mémoire, sur quelque chose que peu de gens connaissent, qui est l'organisation de l'armée secrète polonaise et leur implication dans l'essai de la résistance. Honnêtement, c'est quelque chose qu'il faut voir. Après, pas tout le monde connaît cette partie d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. J'en suis bien consciente. Moi, bon, ça fait des années que je lis et je travaille là-dessus, donc en gros, ce genre de choses, j'ai pas appris grand-chose parce que je l'avais déjà lu, mais c'est un travail remarquable de dessin. De devoir de mémoire. Et moi, rien que les dessins, je vais vous... ah tiens, je vais le caler là-dessus, peut-être que vous verrez mieux. Voilà, rien que les dessins, entre les rouges, les bleus, les taupes, les gris, il y a des gris fantastiques. Mais vraiment, et puis quelquefois, c'est ce que j'ai... Alors à la fin, oui, il vous explique comment il a travaillé, toutes les esquisses qu'il a fait quand il est à Auschwitz, les dessins préparatoires qu'il a fait. Voilà, il y a tout ça, c'est un ouvrage fabuleux, donc je le rappelle, Le rapport W infiltré à Auschwitz de Gareth Hancock aux éditions Daniel Margen. Franchement, si vous aimez cette période, si vous aimez les romans graphiques, si vous aimez vous documenter, si vous aimez ce genre d'aquarelle fantastique avec une histoire intelligente, qui est vraie, mais intelligente et qui, quelquefois, pendant quelques pages, n'a pratiquement pas de ligne de dialogue, c'est que des images qui vous mettent un coup de poing dans l'estomac. Ce livre est pour vous. Donc le rapport W de Gareth Hancock. Ensuite, alors toujours dans l'histoire, et alors là, alors j'avais déjà présenté mes coups de cœur pour La petite sonneuse de cloche, et je répète parce que je l'adore ce bouquin. Voilà le deuxième coup de cœur que j'ai eu de la rentrée littéraire de cet été. Olivier Roger, les hommes incertains, les éditions Le Passage. Alors, quand je dis coup de cœur, alors oui, je dis... Voilà, je vais essayer de... je suis désolée, la lumière est pourrie parce que le jour où je tourne, c'est la journée où il tombe des hallebardes dehors, mais des hallebardes. Donc j'ai pas de lampe d'éclairage chez moi. De temps en temps, j'ai les lampes du salon, mais si je mets ça, vous allez rien y voir parce que là, ça va faire contre-jour entre les deux. Donc je suis vraiment désolée.
C'est vraiment un coup de cœur, dans le sens où je ne peux pas m'empêcher de lire des livres qui ont attrait, alors vous le savez, à la Seconde Guerre mondiale, machin, mais à l'URSS en général, à l'histoire de la Russie et à l'URSS. C'est une période qui me fascine, que ce soit l'histoire russe, l'histoire de l'URSS et l'histoire maintenant, hein, la contemporaine aussi. Et j'ai adoré cette fin, on va dire, du RSS, qui est la période charnière de la fin de la perestroïka, et de passation de pouvoir et de lutte de pouvoir. Donc on suit Anton, qui est un jeune homme qui a vécu en Sibérie avec son père qui est un scientifique, qui a un frère jumeau qui vit lui à Moscou, qui est un agent de la Lubyanka, c'est-à-dire du KGB ou du FSB maintenant, si vous voulez. C'est un autre nom, voilà. Qui en fait part vivre, enfin rejoindre son oncle à Moscou. C'est un garçon qui est particulier, physiquement déjà, je ne vais pas spolier, mais qui physiquement est particulier, qui est choupiné, hein, attention, mais qui est particulier, qui a un signe particulier, on va dire, et qui a aussi ce que quelquefois, je ne sais pas si vous connaissez en Russie, mais il y a ce qu'on peut imaginer comme être des mages. Si vous connaissez un peu l'aura qu'avait Raspoutine, il y a des gens comme ça qui sont empreints d'une aura de divinatoire, de mage, de genre de prophète. Et Anton a des visions qui sont assez réalistes, qui se vérifient, et il va aller à Moscou, et de là, nous, on est plongé dans la grande histoire. Alors, il y a une petite histoire, il y a une histoire entre son oncle et une femme qui est une très jolie histoire d'amour. Anton en a une aussi qui est assez particulière, mais qui se développe. Et on plonge dans la grande histoire, c'est-à-dire au moment où il y a des soubresauts de soviétiques, des vieux communistes qui ne veulent pas lâcher le pouvoir, qui ne supportent plus Gorbatchev, qui la perestroïka, l'ouverture, la glasnost, tout ça, ça les horripile. Et il y a un homme montant qui est Boris Eltsine, qui lui oscille aussi dans certains milieux, ils veulent le pouvoir, donc il y a les luttes de pouvoir internes politiques, il y a les luttes de pouvoir policières avec le KGB, et puis il y a toute cette aura de l'âme russe, de l'histoire russe, du malheur russe, de l'âme slave, qui fait que c'est un pays magnifique, qui a une histoire magnifique, qui a des ressources. Enfin, si vous vous penchez sur tout ce que la Russie a sur l'ensemble de son territoire, c'est un truc fantastique. C'est un pays qui mériterait, qui pourrait être le plus grand pays du monde au point de vue de tout ce qu'ils peuvent avoir, mais qui se retrouve toujours confronté à des luttes de pouvoir, il y a un certain côté fataliste, on va dire, et empreint de malheur chez ce peuple-là. Et ce que j'aime beaucoup profondément, j'aime la culture russe, mais la langue russe, tout ce qui a trait à ça. Et moi, je l'ai lu avec délectation parce que j'avais le cœur qui battait à chaque page, autant pour Anton que pour Yuri, son oncle, même si c'était un agent de la Lubyanka, donc on connaît les méthodes, et c'est pas des méthodes très, on va dire, douces. Voilà, on ne connaissent pas ça. Et vous avez cette espèce de grande histoire, cette fresque-là, avec des personnages réels, enfin réels. Oui, des personnages qui sont réels dans ce bouquin-là, qui peuvent exister, qui ont sûrement existé à ce moment-là. Il y a notamment ces passages avec Yuri, qui va voir une petite vieille dans son appartement, qui l'aide pour avoir de la nourriture, etc. Il y a des passages fabuleux, il y a des passages romanesques, il y a des passages d'une poésie pure. Bref, j'ai adoré ce roman donc de Olivier Rogez, Les Jeunes Incertains chez le Passage, et c'est vraiment mon coup de cœur. Et moi, c'est comment dire, j'avais juste envie, quand j'ai fini le livre, d'en parler, de le prêter à quelqu'un, et de dire qu'il fallait juste que la personne comprenne l'impact que pouvait avoir la Russie sur l'histoire passée, et je pense sur l'histoire qui arrive. Voilà. Mais ça, c'est mon sentiment personnel. Ça fait des années que je
pense que ce pays et ce peuple, et je parle de peuple, je parle pas des dirigeants, hein, je parle de peuple, méritent 100 fois mieux que ce qu'ils ont eu. Voilà. Donc, si vous aimez l'histoire, si vous aimez les fresques, si vous aimez la politique, parce qu'il y a les arcanes, etc. Les hommes incertains, c'est fait pour vous. Et puis moi, c'est mon deuxième coup de cœur après La petite sonneuse de cloche. Je le répète encore parce que j'adore ce livre. C'est un romanesque, c'est incroyable. Enfin bref, je suis folle amoureuse de ce livre-là. Et alors là, voilà comment je vais expliquer ça. Je vous le montre parce que voilà. Ça s'appelle donc Les Affamés de Silène Edgar aux éditions Nouveau Millénaire, je crois. Oui, c'est ça. Alors, honnêtement, je ne connaissais pas Silène Edgar. Alors, oui, vous pouvez me dire quelle horreur, machin, bref. C'est l'histoire de Charles, qui est un auteur assez... Alors, c'est ce qui m'a attiré, il faut dire. Ouais, un auteur qui va lire un livre sur un auteur. Bref, qui est un auteur assez rock'n'roll dans une France qui a futuriste, qui a basculé dans une espèce d'état hyper contrôlé, hyper connecté, ultra connecté, on va dire, où c'est par caste, je dis caste, hein, où il y a des bons, où on est classé selon la catégorie d'intérêt général pour la profession, donc il y a des très très bas qui ont pratiquement rien, pas de droit, pas de sécurité sociale, rien, qui bouffent 3 graines, machin. Et il y a ceux qui sont considérés comme utiles à la société, dont font partie certains auteurs, dont Charles, qui alors eux, c'est open bar. C'est la fête. Donc, dans une société où on fait attention à manger très peu, très sainement pour éviter justement les dépenses de santé, lui c'est beurre à tout gogo, enfin à gogo, etc. Et un jour, comment expliquer ? Ah oui, il faut quand même que je dise que la préface est de Pierre Bordage. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont lu ça, donc franchement c'est à lire aussi. Et en fait un jour, ce gouvernement-là, bon tout, ça va bien, ça va bien, mais enfin bref. Et un jour il y a un politicien, un député qui est peut-être un peu plus arriviste que les autres, un peu plus intégriste, on va dire, sur certaines choses, qui décide de revoir la notation de certaines catégories de personnes, de travailleurs, pour reclasser notamment certains auteurs. Et donc Charles, qui est, on va dire, un auteur de romans à succès, voilà, un très très gros vendeur, un peu plus rock'n'roll dans ses propos, un peu plus, on va dire, il attaque un tout petit peu plus le système, mais dans la limite, mais enfin, il est un peu moins lisse que ses collègues. Se retrouve en ligne de mire parce qu'il a l'habitude de pondre des livres où lui c'est sexe, drogue et rock'n'roll et cigarettes, alors que c'est interdit. Donc il se retrouve en ligne de mire et là sa vie va basculer. Je vous spoil rien. Sa vie va basculer parce qu'il va rencontrer des personnes de caste inférieure, notamment une fille qui a la moitié pratiquement de son âge, dont il va tomber amoureux parce qu'il la voit écrire un poème sur un mur, etc. Donc ça, cette partie, c'est assez mignon. D'ailleurs, il faudrait que je regarde si j'arrive à trouver. Je sais pas si j'avais pas marqué une page justement pour. Bon, plus. Enfin bref, à un moment donné, vous voyez quand il trouve des poèmes sur les murs. Voilà, j'en ai trouvé un. Il trouve des poèmes sur les murs, c'est écrit en gros, en gras, etc. Donc il la suit et il découvre un monde parallèle. Et là, s'ouvre à lui cette espèce de... Comment dire ? De fable un peu altermondialiste. Je pense que c'est ce qu'elle a voulu faire passer, du fait qu'il fallait faire très attention. Je pense que le message c'est ça, qu'elle voulait faire. Il faut faire très attention à cette espèce de monde qui veut nous faire être ultra connectés, qui veut nous faire penser la même chose. Et ça, je hurle même moi-même. Je déteste quand on me dit ah mais il faut aimer ça. Bah non, il faut pas aimer que ce qu'on vous dit d'aimer. Il faut aller voir ailleurs, vous renseigner, aimer certaines choses, ne pas suivre le dernier qui a parlé, ne pas faire les moutons. Ça c'est voilà. Et je pense qu'elle dénonce ça, enfin c'est pas que je pense, elle dénonce ça dans son livre, parce qu'elle montre aussi qu'il y a une espèce de, comment dire, on nous met tout sur un plateau dans le système de consommation qu'on a, et
tout le monde s'engage à vouloir absolument avoir la même chose que les autres parce qu'on a l'impression quelquefois dans la société qu'on n'a plus le droit de penser par nous-mêmes, qu'on n'a plus le droit d'être différent parce qu'il faut être dans la norme, il faut être comme les autres à côté. Voilà. Moi, je le conçois dans le bus, je vois, c'est tous les mêmes, hein, c'est des clones que j'ai sur moi de la jeune génération. Et ça me fait peur parce qu'ils pensent la même chose. Et s'il y en a un qui a le malheur de dire mais j'aime pas ça, et tout le monde lui tombe dessus en disant ah comment j'aime pas. On a le droit, voilà. Donc ce côté-là de livre a été très intéressant à lire. C'est très facile. Ça se lit très très facilement, honnêtement. Voilà, c'est vraiment un livre qui fait de se rebeller, qui fait un peu comprendre qu'on peut se rebeller contre cette espèce de méga surveillés, ultra connectés. La société est hyper bien décrite, c'est fluide, etc. Il y a des idées qui sont plus ou moins insidieuses, on va dire, comme le concept d'utilité, qui pourrait très bien arriver, messieurs, dames. Ça peut arriver, je pense, à mon avis, c'est assez futuriste, mais c'est assez réaliste comme ça. Après, je ne suis pas une bonne presse pour les romances, vous le savez, je crois que maintenant vous avez capté. La romance de Charles, voilà. Je l'ai vu arriver gros comme une maison, et j'ai vu arriver la fin gros comme une maison aussi. Donc en gros, je crois que j'ai marqué, je me suis fait un petit marque, ça doit être à la page 150 ou 160, c'est ça? Vie. 160, à partir de la page 160 jusqu'à donc à la page, je ne me rappelle plus parce que je l'ai lu, 245. Je n'étais même plus surprise, c'est-à-dire que je savais ce qui allait se passer et voilà. Donc c'est un bon livre, j'ai agréablement été surprise par certaines parties. Voilà. Le côté basculement de Charles dans cette histoire, à partir de la rencontre avec cette fille, je m'explique peu. Il y a des choses que ça aurait été beaucoup plus subversif si le Charles en question s'était servi de cette fille-là. Voilà, mais c'est mon avis personnel. Voilà. Donc sinon, Les Affamés de Silène Edgar, donc au nouveau millénaire je pense que c'est J'ai lu qui édite ça. Voilà, donc si vous voulez lire un livre un peu futuriste, un peu altermondialiste, qui dénonce la société, qui est fort bien décrit d'ailleurs et qui pourrait bien arriver chez nous, vous pouvez y aller. Bon, moi, ça sera pas celui que je préférerais et que, voilà, moi j'aime beaucoup les dystopies, les uchronies, les machins comme ça. Voilà, là, je sais pas, je l'ai vu arriver, donc quand je vois arriver, surtout dans ces catégories-là, utopie, dystopie, uchronie, si je vois arriver, ça me fatigue. Alors, dernier livre, et après je vous montrerai juste en vitesse ce que j'ai lu, parce que je ne veux pas tricher, que vous ne croyez pas qu'à 10 septembre j'ai arrêté de lire. J'en ai lu donc après deux, trois. Bon, il y en a deux que je ne vous le montrerai pas, parce que c'est dans le challenge Pumpkin Autumn Challenge, que je vous ai montré dans une vidéo il y a 2 semaines. Donc le dimanche 15 septembre, si je me souviens bien. Donc honnêtement, ça vaut pas le coup que je vous les remonte parce que je les ai déjà lus. Donc c'est Une maison hantée et Le Royaume enchanté que j'ai déjà lu. Et il y en a 2 autres de romans que j'ai déjà finis et que je voulais juste vous présenter, que je présenterai dans le book haul du mois prochain d'octobre et que je présenterai fin octobre, sachant qu'il y en a un qui est en lecture commune, je vais vous le signaler. Autre livre, je vous mets les couvertures en gros parce que comme ça vous avez le temps de noter. Donc je vous avais parlé, Le violoniste de G.I. Froideval. Ça s'appelle Le violoniste coup d'archer, donc c'est un thriller. C'est un thriller, soyons honnêtes, hein, c'est un thriller psychologique. N'allez pas croire qu'il y a beaucoup de sang, d'hémoglobine là-dedans. Moi, je l'avais découvert, comme je vous l'avais dit, sur le site communautaire Scribd parce que j'en fais partie et que l'auteur que je nomme autrement que son nom d'auteur en fait partie, donc on papote depuis quand même pas mal de temps. Alors, je vais essayer d'être impartiale sur l'histoire de Franz, qui est un violoniste aussi attirant que détestable. En gros. C'est le genre de mec qui, franchement... vous serez complètement interdit par papa, maman. En gros, doué mais un salaud, qui se sert des femmes aussi bien que son archer, pour pas faire de jeu de mots méchants,
C'est un virtuose, le garçon. Bref, il a tout ce qu'il veut. Il collectionne les concerts, les femmes, le fric et les ennemis. Bah oui, tant qu'à faire. Bref, il se refuse absolument rien. Et malgré tout, et ce qui est intéressant, c'est que malgré tout ça, il est quand même attachant. C'est-à-dire que même si c'est l'archétype du type perso que je fuis comme la peste, il est attachant. Après, se produit un événement dans sa vie, puisqu'il tue quelqu'un, une femme. Et au début, il y a une question qui se pose de savoir s'il l'a tué volontairement ou si c'est un accident, ce qui peut arriver. Et là, le roman bascule parce que le garçon n'est pas aussi clair, vous imaginez bien que c'est possible. Et moi, alors je le dis honnêtement, je lui ai dit, il y a eu quelques longueurs pour moi. Alors, dû au fait que je l'avais peut-être lu d'abord sur Scribd, mais elle l'avait remanié, donc je pense que c'est pas ça. Mais c'est un travail très fouillé qu'elle a fait pour son violoniste, pour le personnage de Franz. Elle a un Karl aussi, qui n'est pas le même que le mien, même si elle craque sur mon Karl, mais pas moi, sur son Karl, ni sur son Franz d'ailleurs, comme j'ai dit, c'est pas l'archétype du mec que j'aime bien. Après, il y a des passages qui, comme je dis, qui sont un peu longs et qui peuvent être pour vous, je vais vous mettre la quatrième de couverture, qui peuvent être pour vous peut-être long ou autre. Après, il y a une histoire avec... moi, je me suis énervée parce qu'il y a une espèce de donzelle qui fond pour cette espèce de salaud qui fait sa midinette avec. Et malgré que les sensations étaient là pour ce roman-là, moi j'ai pris un grand plaisir à le lire. Il y a quelques moments, notamment sa relation avec elle, qui m'ont froissé, m'ont énervé plus. Pas froissé, mais énervé. Où je me suis dit, mais elle est vraiment nouille celle-là, ça va pas possible, non. Après, moi, si vous aimez les thrillers psychologiques et que vous n'attendez pas du sang, des larmes, de la sueur, de la cervelle et tout ce qui va avec, c'est quelque chose qu'il faut lire. Si vous aimez en plus l'univers musical, c'est un petit pavé, hein, vous voyez la bébête. Après, quand on tient à un personnage comme lui, on a juste envie de le voir évoluer sur la longueur. Et je pense que c'est ce que l'auteur a voulu faire. Après, il faut quand même reconnaître que l'auteur, je vous le dis, c'est pas un secret, elle est mexicaine, qu'elle écrit fort bien en français. Et ça, c'est remarquable d'avoir aussi ça, parce que moi, j'en connais qui leur langue maternelle est le français, et ils ne seraient pas arrivés à pondre un truc comme ça. Voilà, donc aussi ça, puis on sent hein, son côté... mexicain qui ressort de temps en temps, c'est très 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 mignon à trouver comme ça, il y a des petites subtilités, mais moi j'ai beaucoup aimé. Après voilà, lui m'exaspère le garçon, donc d'entrée de jeu, lui et moi on n'était pas potes. Mais voilà, le violoniste, coup d'archer de G.E. Foideval, donc c'est en auto-édition, donc elle a fait un site sur Facebook, donc si vous voulez le trouver c'est là-dessus. Et comme je le dis, quand on a un personnage comme ça, on ne le quitte pas. Hein, les fans de Karl et Dimitri. Faites coucou à la caméra aussi. Ok, oui, non, parce que j'ai 3 personnages qui ont, dont 2, qui ont déclenché l'hystérie collective chez mes lecteurs. Voilà, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Alors, je voulais vous dire, parce que d'habitude je vous le dis, il y a toujours des livres que j'ai en cours ou autres. Je vais vous montrer les 2 derniers lus que j'ai finis la semaine dernière et que j'ai aimé et apprécié. J'ai beaucoup aimé Chris Cross, La Fabrique des salauds chez Belfond. J'ai apprécié Laurent Binet, Civilisation chez Grasset. C'est Grasset ? J'ai eu un doute. Si, c'est Grasset. Donc voilà, je vous en parlerai dans le book haul et dans le point de lecture d'octobre, parce que je les ai finis, puisque je me fais des dates, et je les ai finis après la date de fermeture pour les mois de septembre. La lecture commune, c'est La Fabrique des salauds.
Donc je ferai une vidéo à part. Sinon, en cours, j'ai toujours l'opération Barbarossa en 1981 et j'ai presque fini le Ban des Tsars. Je me suis encore acheté un livre d'histoire. Bref, il faut jamais me laisser dans une librairie. En cours, j'ai le challenge donc, de Pumpkin Autumn Challenge, sachant que j'avais fait ça dans une vidéo et que je me suis acheté d'autres livres qui vont rentrer dans, dans le challenge et que en novembre, il y aura un book haul qui sera assez réduit parce qu'en fait, il inclura surtout le book haul des thrillers que je lirai pour le Black November. J'ai décidé de faire 2 challenges avant la fin de l'année, donc le Pumpkin et le Black November. Moi qui ne fais jamais de challenge. Non mais... Bref, voilà. Donc ça, c'était les livres lus donc entre fin août, puisqu'il y en a certains qui sont sortis... ouais, le 14 août pour le challenge, non, mais voilà. C'est tous les trucs que j'ai lus entre, on va dire, le 15-16 août et le 20 septembre. Sachant que j'avais 20 septembre, j'avais déjà commencé La Fabrique des Salauds et Civilisation. Et c'est ça, oui. Et que j'ai fini bien avant le 20 septembre, puisque je clôture au 20. Donc vous verrez la vidéo le 25. Moi, je l'aurai tournée le 22. Et donc voilà, je l'ai clôturé, j'avais tout clôturé, mais je voulais pas inclure La Fabrique et Civilisation parce que je les avais pas présentés dans le book haul et je trouvais que c'était ridicule. Voilà. Donc ça, c'est tous les bouquins que j'ai lus, voilà. Sachant qu'il y a les livres d'histoire, hein, donc en plus de tout ça. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne... Oh, je finis avec les bouquins. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne lecture. N'hésitez pas en commentaire à me dire si vous en avez lu, ce que vous avez aimé, pas aimé, si vous connaissez, pas connaissez, si vous pouvez me recommander des livres de ces auteurs-là, sachant que Rogers, j'ai déjà lu ce qu'il avait déjà écrit et que Chalandon, je les ai tous lus. Après, si Sylviane Edgar, elle a écrit autre chose que vous me conseillez, je suis preneuse, voilà. J'aime bien découvrir, donc je suis curieuse de ce que vous pourriez me donner. On se retrouve donc la prochaine fois pour le book haul. Il y aura peut-être un point Pumpkin. Vraisemblablement, il y aura la vidéo sur la Fabrique des Salauds. Ça va être top. Et puis, on se retrouve bientôt. Et puis, des pouces, des bisous, des commentaires. Enfin, bref, ce que vous voulez, quoi. Et la clochette, si vous voulez avoir ma bobine tous les jours. Et oui, alors il y a la fin. Oui, parce qu'on me l'a demandé, donc à la fin, c'est toujours pareil. Donc, c'est ici, Treat and Love. Je crois que c'est le numéro 100 qui s'appelle A-Game, ça j'en suis sûre. Toujours pareil. Numéro 159, Rouge Ink, Allure Rouge Ink de Chanel. Sur les yeux, le mascara de Révolution sur Chanel. Et alors attention, c'est le Révolution Deep Eros qui est grenat comme mascara que j'ai récupéré chez Chanel lors d'une petite séance de maquillage avec ma meilleure amie. Et puis le blush, mais cette fois-ci que je ne porte pas là parce que j'en mets pas, mais que j'ai porté sur la paupière mobile. Oui, non, mais moi je mets le blush sur la paupière mobile, c'est comme ça. Voilà, allez, vous savez tout. Au revoir, bonne semaine.